Oui, bonsoir. Vous avez beaucoup parlé des ressources dans la croûte terrestre. Vous n'avez jamais mentionné celles qu'on pouvait avoir en sous-marin, dans les océans, les mers. Je pensais aux nodules polymétalliques, par exemple. Alors, le BRGM a participé à un exercice très intéressant, et je vous invite d'aller voir le site de l'IFREMER, qui est notre institut, notre homologue, mais pour le domaine marin. C'est eux qui sont compétents dans ce domaine. Donc, ils ont conduit un exercice de stratégie sur les ressources minérales marines profondes. Je vais vous expliquer pourquoi profondes. Donc, c'est toutes ces histoires de nodules, mais aussi d'encroûtements polymétalliques, de ce qu'on appelle les black smokers, les amas sulfurés sous-marins. Donc, il y a une étude de prospective qui existe, qui est disponible. Vous pouvez la télécharger sur le site internet de l'IFREMER. Je vous invite à aller la voir. Alors, oui, on connaît l'existence des nodules polymétalliques à 3 à 4 000 mètres de profondeur dans divers domaines marins mondiaux. C'est connu depuis assez longtemps. Non, ce n'est pas exploité. Et non, je ne pense pas que ça sera exploité avant des décennies. Pourquoi ? Parce qu'il faut remonter... Ça revient à exploiter une couche mince, hein, parce que ça fait... d'abord, c'est des nodules parfois assez proches les uns des autres, parfois plutôt discontinus, et les nodules, ils font quelques centimètres, dans le meilleur des cas, quelques dizaines de centimètres. Donc ça s'apparente à l'exploitation d'une couche mince sous 3 à 4 000 mètres d'eau. Donc il y a une consommation énergétique importante pour remonter ça à la surface. Et puis alors, le problème environnemental me paraît loin d'être résolu, parce qu'en même temps, vous allez aspirer tous les sédiments autour, parce que je ne vois pas comment vous pouvez les attraper, le nodule individuel un par un. Donc vous allez passer une espèce d'aspirateur sur les grands fonds marins, et donc vous allez perturber une faune benthique qu'on connaît très mal. Qui savait qu'il y avait vous avez vu, ces vers, ces crabes, toute cette faune qui vit autour des black smokers dans les rides médio-océaniques, mais on connaît ça depuis 20-30 ans. On savait même pas, on n'avait même pas la plus pâle idée que ça existe. Donc les écosystèmes marins, nos océans sont déjà tellement fragilisés par nos extravagances par ailleurs. Je ne pense pas que ça soit l'idée la plus géniale en termes de développement durable d'envisager d'en remettre une couche. Tant que nous aurons des ressources onshore, en domaine continental, il vaut peut-être mieux essayer d'exploiter celle-là parce qu'on peut mieux gérer les paramètres environnementaux, sans parler de l'énergie. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul projet qui soit à un stade relativement avancé de tentative d'exploitation sur des métaux venant du fond marin, c'est le projet Solwara, S-O-L-W-A-R-A. Si vous tapez sur Google, vous allez trouver toute l'information. C'est une société qui s'appelle Nautilus Minerals. Alors, il s'agit d'un amas sulfuré, donc c'est une cheminée volcanique sous-marine autour de laquelle cette cheminée a amené des fluides chargés en cuivre, en or, en zinc. Et tout autour, il y a un minerai de très belle teneur, mais c'est très petit. Et là aussi se pose la question environnementale, parce qu'on va récupérer, mettons, de l'ordre de 10% de la masse qui a une valeur économique, et 90%, on va la rejeter. Et on va la rejeter comment ? C'est à 1500 mètres de profondeur. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on fasse redescendre un tuyau à 1500 mètres de profondeur pour aller redéposer les trucs bien proprement au fond. Donc on risque de faire un tuyau de 40 mètres avec un beau panache sédimentaire. Toute ressemblance avec des faits ayant pu exister, comme on dit dans les mauvais films. Donc oui, il faut développer notre connaissance du milieu marin. Oui, le domaine marin est un enjeu important. Alors c'est surtout un enjeu géopolitique actuel, parce que tout le monde dépose des permis, et donc ça entraîne la France à avoir certaines actions pour ne pas rester les bras croisés pendant que d'autres agissent. Mais tant qu'à penser que ça pourrait avoir une contribution importante à l'économie des matières premières, j'ai des doutes. Hein. Pas, en tout cas, pas avant quelques décennies. Bonsoir. J'ai deux questions. Donc, une première, combien de temps pensez-vous que les États pourront préserver l'Antarctique face à la pression économique Et la deuxième question concerne l'avancée des entreprises chinoises un peu partout dans le monde, les entreprises minières. Est-ce que vous pensez que les lois anticorruption américaines ont un rôle dans le recul des entreprises autres que chinoises un peu partout? Alors, sur l'Antarctique, je ne sais pas vous dire. Je dirais que ça dépend de la volonté des États. Hein, c'est une question de volonté politique. C'est sûr que le danger, c'est s'il y en a un qui se comporte mal, d'autres se disent, puisqu'il se comporte mal, je ne peux pas le laisser
avoir une situation dominante, donc ça me force à bouger et à faire des choses qu'à la rigueur j'aurais voulu éviter. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent the race to the bottom, la course à l'abîme. Elle peut nous guetter. On peut aussi avoir un scénario optimiste en disant que ces questions sont suffisamment graves et sérieuses pour l'ensemble de l'humanité pour qu'on finisse par trouver des compromis, des modes de gestion. Je retiens quand même qu'au niveau des Nations Unies, il y a eu tout un tas de conventions qui se sont traduites par des choses très concrètes. La convention sur les fluorures de carbone qu'on trouvait dans nos frigos, c'est une résolution des Nations Unies, elle est largement mise en œuvre à l'échelle mondiale. Il n'y a plus de fluorures de carbone dans nos frigidaires. La Convention internationale sur l'élimination du plomb dans l'essence, même dans les pays de l'ex-bloc soviétique, voire dans l'ex-URSS, on ne trouve plus de plomb dans l'essence. C'est encore un travail au niveau des Nations Unies. Donc, je dirais, je suis un optimiste pessimiste ou un pessimiste optimiste. Je sais qu'il y a des tas de dangers, d'écueils qui nous menacent, mais il ne faut pas non plus complètement désespérer. Je disais que je participe à un groupe international des Nations Unies sur les ressources naturelles. Les experts qui sont là-dedans, si vous tapez sur Google Resource Panel, vous accéderez au site web. Les experts là-dedans, il y a Chine, Inde, Japon, Brésil, États-Unis, Canada, France, Allemagne, etc. C'est un dialogue extrêmement profond, extrêmement positif. Vous verrez un certain nombre de rapports qui sont publics. Les travaux que nous conduisons sont tous dans le domaine public. C'est le but, c'est d'éclairer des politiques. Et malgré tout, je pense que le gouvernement chinois aujourd'hui réalise lui aussi le coût monstrueux pour lui en termes de points de PIB des dommages à l'environnement, la santé des gens, etc. Les États finissent par se rendre compte que ça leur coûte horriblement cher. Donc la Chine a réussi un miracle qui est de sortir 300 millions de personnes de la pauvreté en 30 ans. Il faut aller voir ce qu'était la Chine au moment du grand bond en avant de Mao. C'était un pays rural des plus arriérés. Je n'ai pas dit que la Chine était un pays miraculeux ni rien, mais il y a un tas de gens qui sont sortis de la pauvreté. Il y a des choses qui se développent, et je pense qu'à terme, la Chine a toutes sortes de bonnes raisons d'adhérer au concert des nations et à œuvrer au développement durable. Ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'on part de loin, mais petit à petit, on avance. La deuxième question sur la corruption. Oui. Les lois anticorruption qui peut-être pénaliseraient plus les entreprises occidentales que les entreprises chinoises, qui pourraient expliquer une expansion des entreprises chinoises en Afrique notamment. Alors, il est vrai que on a entendu les dirigeants chinois dire que eux ne posaient pas de conditions ou de préconditions politiques quand ils avaient un dialogue avec tel ou tel État en développement. On l'a entendu dans la bouche même des dirigeants. Et je connais des documents tout à fait officiels de l'Union africaine, par exemple, qui chantent la louange des bonnes relations avec la Chine, qui ne vient pas embêter les pauvres Africains avec des histoires de gouvernance, de droits de l'homme, de démocratie, de transparence. Certes, mais je note aussi, il y a par exemple une grande initiative, toujours au niveau international, qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Vous avez la loi Dodd-Frank que vous avez mentionnée, mais vous avez aussi l'ITIE, donc Initiative pour la transparence des industries extractives, qui fait que c'est une initiative volontaire où adhèrent les entreprises et les États. Et les entreprises doivent publier ce qu'elles versent aux États, et les États doivent de façon indépendante publier ce qu'elles reçoivent des entreprises. Et les deux sont comparés, audités, et si ça paraît véritable et sincère, l'État participant et les entreprises participantes sont certifiées. Et quand on regarde le progrès en Afrique en l'espace de quelques années, ben moi-même, j'y croyais pas. Je connais assez bien l'Afrique, j'ai de bonnes relations avec un certain nombre d'institutions africaines. Je me disais, oulala, parce que là aussi, on partait de très bas. Eh bien, il y a eu des progrès considérables en matière de transparence sur les versements de l'industrie pétrolière, l'industrie minière, sur un certain nombre d'États africains. Regardez sur Google, Initiative pour la transparence des industries extractives. Vous avez une carte, c'est très visuel, et vous verrez tout de suite quels sont les pays adhérents. D'ailleurs, il y a plus de pays labellisés en Afrique qu'en Europe. En Europe, il n'y a que la Norvège. Intéressant, quand même. Ici, une question ? Oui, ma question porte également sur la Chine.
Vous disiez tout à l'heure que la Chine produisait, par exemple, 97% des terres rares, et on a des chiffres encore élevés pour d'autres métaux. Avant d'en arriver à ces stades-là, il y a dû y avoir des pourcentages plus faibles. Comment est-ce qu'on a, entre guillemets, laissé la Chine arriver à des pourcentages pareils? Est-ce qu'il y a une raison géologique ou autre chose? Et puis, est-ce que cette production a lieu sur son sol essentiellement ou dans des concessions à l'étranger? Merci. Alors oui, très bonne question. Si vous regardez, alors d'abord il faut savoir que la consommation de terres rares, elle a démarré vraiment avec l'avènement de la télévision en couleur. Hein, les premiers usages industriels des terres rares, mais c'était des toutes petites quantités, c'était le manchon à gaz. L'éclairage urbain européen du début du XXe siècle est dû au génie d'un chimiste autrichien, Auer von Welsbach, qui a inventé le manchon à gaz, qui est un coton imbibé avec de l'oxyde de cérium et de l'oxyde de thorium. Et vous avez toujours ça dans le butagaz, votre camping-gaz, etc. Ce petit manchon qui est là-dedans. Enfin bon, ça ne consommait pas grand-chose. Puis l'autre truc du début du XXe siècle, c'était la pierre à briquet. La pierre à briquet, c'est de l'oxyde de cérium plus quelques autres terres rares, et ça fait de jolies étincelles, ça marche très bien, et c'est toujours la technologie utilisée. Mais après, le grand saut technologique, ça a été la télévision en couleur, fin des années 50, europium, erbium, etc. Et puis, après les aimants permanents, et puis d'autres applications, les poudres de polissage pour l'automobile, les vitres de nos voitures sont polies à l'oxyde de cérium, par exemple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un seul gisement de terres rares en production en Occident, qui était Mountain Pass en Californie. Et puis, quand les Chinois se sont mis à développer leur industrie des terres rares, ils ont évidemment eu des coûts de production beaucoup plus faibles que le gisement californien, qui s'est trouvé faire des pertes, parce que les prix des terres rares étaient bas. Et puis, il y a eu des problèmes environnementaux assez sérieux, parce que la métallurgie des terres rares est assez complexe. Vous avez souvent un peu de thorium, voire d'uranium associé. Le truc, ça pissait un peu dans les coins, comme en plus ils ne gagnaient pas bien leur vie, ils ne devaient pas bien maintenir leur truc, etc. Et je crois que c'est en 92, le gouvernement américain ou le gouvernement de Californie, c'est en Californie, a décidé de fermer ça administrativement pour des raisons environnementales. Et là, et donc les Chinois se sont trouvés de facto en monopole, et tout le monde a trouvé ça très bien. Mais tout le monde a trouvé ça très très bien. Et personne n'a rien dit. Et parce que non seulement les Chinois produisaient, fournissaient le monde pendant longtemps, et puis peu à peu, c'est l'industrie aval utilisatrice des terres rares, la production des aimants permanents, qui est partie en Chine, etc. Sur le moment, on s'est dit à quoi ça sert. General Motors avait une filiale, Manequench, qui fabriquait des aimants permanents à base de terres rares. Ça a été vendu à un moment pour 3 fois rien aux Chinois qui s'étaient engagés à conserver les emplois dans l'usine américaine pendant 5 ans. Ils ont respecté. 5 ans et un jour plus tard, il n'y avait plus personne. Donc tout ça marchait très bien jusqu'au moment où les Chinois ont commencé à serrer le robinet, où quand même des gens un peu intelligents ont commencé à regarder en disant « Ouh là là, notre défense nationale dépend de la bonne volonté de certains fournisseurs qui peut-être, pour des raisons diverses, pourraient ne plus avoir envie de nous fournir, etc. » Et ça a été l'alerte dans le monde occidental, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, puisque en Europe, la Commission européenne a lancé en 2008 l'initiative matières premières, qui se développe toujours et qui nous occupe de plus en plus. Frédéric Guttmann, qui est à côté de vous, et moi-même, on était la semaine dernière à Bruxelles pour une réunion directement liée à cette initiative matières premières. Donc, le réveil est tardif. Mais j'ai travaillé à la Commission et, de 97 à 2000, et en 2000, je disais, dans les corridors, je disais, il va y avoir un problème avec les métaux. Et on me rigolait au nez. Parce qu'en 2000, le prix des matières premières, en moyenne, était particulièrement bas. Début des années 2000, on était en bas de cycle, il y avait une surabondance d'à peu près tout ce qu'on voulait, et beaucoup de gens considéraient que les différents métaux, ça venait du journal, parce qu'il suffisait d'appeler, de regarder dans les Échos, la Tribune, le Wall Street Journal, que vous voulez. Il y avait un tableau, là, il y a toujours, avec le prix du cuivre, du plomb, du zinc, vous passez un coup de téléphone à votre courtier, vous payez, et vous avez ça dans votre entrepôt quelques jours après. Pourquoi se poser des questions ? Pourquoi se poser des questions ? J'ai un peu changé. Un peu changé. Mais il y a eu une myopie stratégique, c'est un cas flagrant d'une myopie stratégique occidentale. Fukuyama, en 1991, chute du mur de Berlin, a bien écrit un bouquin sur la fin de l'histoire. Bravo.